Europe 1. Cette action de représailles de l'Iran, on l'attendait, on la redoutait plus précisément. Le régime de Téhéran avait promis une vengeance après l'attaque qui avait visé le consulat iranien à Damas le 1er avril dernier, attaque attribuée à Israël et qui avait conduit à la mort de 16 personnes, dont 7 personnalités des gardiens de la Révolution et parmi eux 2 commandants principaux. Cette nuit donc, Téhéran a usé d'une force armée sans précédent contre l'État hébreu. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Les premières frappes ont eu lieu aux environs de minuit. Oui, plus de 300 drones tueurs, missiles balistiques et missiles croisières lancés par l'Iran s'approchent alors d'Israël. Les sirènes retentissent. Le ciel est transpercé par une multitude de boules de feu. Le dôme de fer entre en action. Les roquettes israéliennes fusent pour détruire les projectiles ennemis. Des dizaines d'avions de l'armée lacèrent le ciel, aidés par les chasseurs américains et britanniques. 99% des drones et missiles sont interceptés, annonce l'armée israélienne qui déclare avoir déjoué l'attaque. Certains missiles tombent toutefois en territoire israélien, notamment sur une base militaire précisément visée par l'Iran, celle qui a servi à mener la frappe du 1er avril sur le consulat iranien en Syrie. Bilan humain, un blessé grave, une petite fille et 31 blessés légers dans leur course à la recherche d'un abri. Merci Caroline Baudry. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Géopoliticien, auteur notamment de les 100 mots de la guerre aux éditions PUF. 99% de ces bombes ont été arrêtées, certes, par le dôme de protection et l'aide américaine, mais question simple, est-ce qu'Israël est en danger ? Ah, mais bien sûr qu'Israël est en danger, parce qu'imaginez que l'Iran ait utilisé non pas 300 projectiles, mais 3000, sachant qu'il en possède vraisemblablement plusieurs dizaines de milliers. Et encore, on est là dans du conventionnel. Parce que le programme nucléaire iranien, qui lui vaut d'ailleurs d'être soumis à des sanctions internationales depuis le 1er janvier 2007, ce programme nucléaire, il se poursuit. Donc oui, fondamentalement, Israël est en danger, j'ajoute un dernier point, depuis l'avènement à Téhéran de la République islamique, très officiellement, les Iraniens ne s'en cachent pas, et pour cause, ils considèrent que Israël doit être détruit. Bon, donc effectivement, Israël est en danger. Oui. On s'attend indéniablement à une réplique des Israéliens, ça a commencé d'ailleurs au sud du Liban, mais si cela se produit, est-ce qu'on rentre pas dans l'engrenage d'un conflit régional qui pourrait déborder, comme le redoute d'ailleurs Emmanuel Macron dans un tweet ce matin ? Alors, je ne le crois pas dans la mesure où les Iraniens, la République islamique d'Iran est dirigée par des fanatiques, mais pas par des abrutis. Ce sont des gens qui connaissent très bien les rapports de force. D'ailleurs, ils en ont joué, puisqu'on l'a vu il y a un instant, ils n'ont envoyé entre guillemets que 300 projectiles, donc c'est beaucoup dans l'absolu, mais au regard de ce dont ils disposent, c'est encore assez faible, et que jusqu'à présent en tout cas, ils faisaient faire la guerre contre Israël par les autres, et notamment par le Hezbollah et les Houthis. Donc ils ont bien pris soin d'envoyer des signaux à Israël et aux États-Unis, y compris à travers un message envoyé à l'ONU en pleine nuit, indiquant que ils étaient quittes. Bon, alors après le problème c'est que pour Israël, il n'y a absolument pas du tout de possibilité de ne pas réagir pour des raisons très claires. La première c'est la suivante: recouvrer une crédibilité dissuasive. On joue sa survie. Israël joue sa survie en ripostant. Mais c'est ça. En tout cas, en défendant sa crédibilité, oui, c'est d'autant plus vrai que cette crédibilité dissuasive, elle a été écornée lors du grand pogrom du Hamas le 7 octobre dernier. Donc, il n'est pas imaginable qu'Israël ne riposte pas. Israël, donc, sur plusieurs fronts. Le Hamas, toujours, faut pas l'oublier. Le Hezbollah, maintenant l'Iran. Qui demain, qui après-demain, Frédéric Ancel ? C'est bien le problème d'Israël, c'est d'être, alors sinon totalement isolé, parce qu'on a bien vu que les États arabes observent une neutralité bienveillante en fait avec Israël, tellement ils ont peur de l'expansionnisme pan-chiite iranien. Néanmoins, si Israël baisse la garde, autrement dit, si, je reprends mon expression, sa crédibilité dissuasive devait être très très fortement mise à mal, eh bien le risque ne serait pas seulement tactique ou technique, mais existentiel. Donc moi je vous dirais que pour l'instant, tous ceux que vous venez de citer avec raison sont au fond les seuls véritables ennemis durs d'Israël. Alors à ne pas les mettre sur le même piédestal, parce que l'Iran est potentiellement beaucoup plus dangereux que les Houthis qui finalement sont quand même surtout des va-nu-pieds. Et le Hezbollah là-dedans constitue, on va dire, un péril sérieux intermédiaire. Dernière question, Frédéric Ancel, quelle position hic et nunc pour Benyamin Netanyahou ? Peut-il se racheter, des fautes du passé, notamment du manque de vigilance le 7 octobre ? La réponse est non, tellement le cataclysme a été important, tellement c'est de nature différente. C'est-à-dire que, je le dis en 2 mots, aujourd'hui les Israéliens dans leur totalité, je crois, pouvoir l'affirmer, je les connais bien, évidemment, sont derrière Netanyahou face à un État impérialiste cruel, qui n'a jamais reconnu Israël et qui le frappe directement. Bon, là, si vous voulez, il n'y a pas de dimension morale
Il n'y a pas de dimension identitaire. Alors qu'avec le coup de force et le pogrom du Hamas, mais également la question des territoires palestiniens et de manière générale la question, oui ou non, des deux États, là, on est dans autre chose. C'est la raison pour laquelle je pense que pendant quelques jours, quelques semaines, Netanyahou va bénéficier d'un semi-état de grâce, en quelque sorte. Les gens seront obligés de le suivre, évidemment, face à l'Iran, et ils le feront volontiers. Mais dès lors que cette crise, ou que cette facette de la crise moyen-orientale se sera apaisée, on en reviendra à une hostilité de la population très très forte contre lui. Merci de ces précisions, Frédéric Ancel. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, direction Israël, justement, alors qu'il est 18h07 sur Europe 1, où la vie continue. Alon a 50 ans, il était israélien, il vit à Tel Aviv. Il était minuit passé lorsqu'il a vu les drones et les missiles iraniens percer le ciel. On a entendu du bruit dans le ciel, surtout dans la zone de Jérusalem et dans le sud d'Israël. C'était comme une guerre des étoiles. Une attaque massive. Le ciel brillait, nos roquettes frappaient les drones et les missiles avec le dôme de fer. Et nos avions étaient là partout. C'est très différent d'une attaque de roquettes de Gaza. Les roquettes de Gaza sont plus proches, alors que là, on a eu le temps de s'y préparer. En tout, ça a duré un peu moins d'une heure. Aujourd'hui, on essaye de retrouver une situation normale. Mais c'est très très dur d'être attaqué et de rester calme. Alors beaucoup de gens restent chez eux aujourd'hui. Voilà donc pour ce témoignage d'Alon à Tel Aviv.